vous écouter, il peut savoir avec qui vous avez dormi aujourd'hui. Et vous n'avez pas le droit en tant que citoyen de suivre ces voyages. Alors qu'il voyage avec l'argent du contribuable. Ça ne va pas dans votre tête. Et vous savez ce que ça coûte au Togo, les voyages présidentiels? Vous savez ce que ça coûte au Togo? Vous savez ce que ça coûte? Quand Faure Gnassingbé part en voyage, par exemple, je vous donne, puisqu'il voyage, oui, je sais que le direct est très signalé sur Facebook. Bon, comme on le dit souvent, essayez d'aider à maintenir le rythme. Quand vous prenez par exemple, j'ai échangé avec un pilote qui m'a donné un peu, moi-même, il y a 12 ans, 15 ans, j'avais écrit sur les voyages présidentiels, mais là j'ai échangé avec un pilote qui m'a renseigné un peu sur les coûts des voyages, les coûts approximatifs des voyages. Ce pilote me dit, il faut noter qu'un réacteur en moyenne, un réacteur d'un avion en moyenne, consomme 1 tonne de carburant par heure. Un réacteur en moyenne consomme 1 tonne de carburant par heure. Le prix de la tonne est à 957 $, disons presque 1000 $. Donc, avec un aéronef qui a un triréacteur, comme les avions qui l'utilisent là, ou qui a 2 réacteurs, ou un triréacteur comme les jets privés qui l'utilisent là, il brûle 3 tonnes par heure, 3 tonnes de carburant par heure. Et si on suppose que de Lomé à Paris, il fait 6 heures de vol, l'avion aura consommé 18 tonnes. 18 tonnes de carburant, ce qui fait 18 tonnes fois 755 $, multiplié par 500 si le dollar est à 500, ou à 600 si le dollar est à 600. Et pour un seul voyage, ne serait-ce que pour le carburant, on est déjà presque à 10 millions. Ne serait-ce que, allez simple, le carburant. Et donc, le coût du carburant, c'est à la charge de celui qui loue l'avion. Tu loues l'avion, c'est toi qui mets le carburant dedans. Donc, c'est indépendamment du prix de la location même de l'avion. Donc, c'est toi qui mets le carburant dedans. Le carburant est à la charge du client. Et après, quand tu arrives dans le pays de destination, il faut payer les frais de parking de l'avion, les frais d'atterrissage, les frais de décollage. Vous avez une idée de tout ce que cela coûte au peuple togolais? Vous avez une idée de tout ce que cela coûte au peuple togolais? Et donc, quand vous suivez tous les déplacements de Faure Gnassingbé, vous faites les calculs, vous avez approximativement combien on engloutit dans des voyages, qui sont parfois des voyages inutiles. Combien de chefs d'État en Afrique se déplacent comme Faure Gnassingbé? Combien vous connaissez qui se déplacent comme Faure Gnassingbé en Afrique? Il est l'un des chefs d'État qui se déplace le plus en Afrique. Et pour des choses qui ne rapportent rien à son pays. Le président du Nigeria était en France il y a 2 semaines, je pense, il était en France pour une visite d'État. Il est venu avec tout, la moitié de l'avion du président du Nigeria était rempli des hommes d'affaires nigérians. La moitié de l'avion de Tinubu était rempli de tous les hommes d'affaires du Nigeria. Pendant que Tinubu était en train de discuter avec Macron, les hommes d'affaires nigérians étaient en train de discuter avec des hommes d'affaires français. On signait des contrats, on a fait ci, on a fait des trucs. Pendant 3 jours, Tinubu est reparti au Nigeria avec plein de contrats avec les hommes d'affaires du Nigeria, et les Français aussi ont signé des contrats. Une semaine après, Macron est parti en Arabie Saoudite avec les hommes d'affaires français, remplis l'avion. Ils sont allés signer des contrats. Quand Trump voyage, il part avec des hommes d'affaires. Quand Joe Biden était en Angola la semaine passée, il était avec les hommes d'affaires américains. Alors, nous, notre président, Faure Gnassingbé, je l'appelle comme ça, il part en voyage, en jet privé. Il va valoriser quel homme d'affaires togolais à l'extérieur. Il permet à quel homme d'affaires togolais d'aller signer un contrat à l'extérieur. Il voyage seul, avec sa petite cour, avec ses missiles dominici.
Donc, non seulement il participe à des événements qui ne rapportent rien au pays, mais il ne fait même pas la promotion des hommes d'affaires togolais. Il n'amène pas les hommes d'affaires togolais à l'extérieur pour les valoriser ou les vendre, pour leur permettre de signer des accords avec d'autres opérateurs économiques extérieurs. Il ne le fait même pas. Mais c'est lui qui voyage le plus. Il y a 2 mois, le président Talon s'est transformé en VRP. Il a fait venir en France tous les artistes béninois, plasticiens et tous les artistes béninois qui ont fait une exposition à la conciergerie à Paris. Le président français était là, tous ceux qui étaient férus de l'art en France étaient là, les gens ont acheté des tableaux, les artistes béninois ont noué des contacts, il y a eu des changements de carnets d'adresses. C'est le président même qui est devant pour promouvoir les artistes de son pays. Les artistes togolais là, ils bénéficient de quelles subventions? Quand je parle des artistes togolais, c'est les artistes dans tous les sens. Ceux qui sont dans les arts plastiques, ceux qui sont dans tout ce qui est art plastique, ils bénéficient de quoi? On a connu quand même de grands artistes au Togo, de grands plasticiens, les Paul Haï. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui font un travail énorme. Qu'est-ce que l'État leur donne? Est-ce que l'État les accompagne? Rien du tout. Et le président de la République ne peut pas prendre sur lui la responsabilité de dire demain je vais à Singapour, après-demain je vais en Italie, je mets dans mon avion quelques artistes togolais pour aller exposer les œuvres des artistes togolais aux États-Unis, en France et un peu partout pour que la culture togolaise soit connue. Il ne le fait pas. Mais il est tout le temps dans les avions, avec l'argent du contribuable. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Parce que, bon, lui, il doit partir incognito, il doit revenir incognito au pays. Mais non. Mais non. Là, il était en France hier pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Bien évidemment, les Français, eux, ils font les choses pour valoriser leur culture. On ne peut pas le leur reprocher. Ils font des choses pour valoriser leur culture. Chaque pays se bat pour ses intérêts. Ils font les choses pour valoriser leur culture. Et le président français sait que, en invitant 40 chefs d'État en France, en invitant autant de gens à Paris, c'est les hôtels qui seront pleins, c'est les restaurants qui vont tourner, c'est le circuit de taxi qui va marcher, c'est les grands magasins qui vont vendre. Pour eux, ça a d'abord une valeur commerciale, ça a une valeur économique. Vous imaginez autant d'hôtels qui sont remplis le week-end et avec des invités de prestige. Donc des gens qui prennent des hôtels très chers. Un Fort Gnassingbé comme ça ou un Sassou Nguesso ne va pas aller dormir dans une auberge. Il dormira dans un hôtel 5 étoiles. Et donc, à la charge de son pays, pas à la charge de la France, c'est lui qui va payer. Et donc ça rapporte de l'argent aux hôtels français. Ils vont consommer, il y a la restauration, il y a les magasins qui vont visiter, il y a les taxis de luxe qui vont travailler. Donc c'est de l'argent que lui, il rapporte sur son pays. Donc il ne fait pas les choses parce qu'il nous aime, mais ils font les choses pour le bien de leur pays. Donc vous imaginez toutes ces délégations qui sont arrivées là en France ce week-end, ce qu'ils vont consommer en France, ce que les hôtels vont tirer comme bénéfice, ce que les restaurants vont tirer comme bénéfice, ce que les magasins de vente de luxe vont tirer comme bénéfice. Il est descendu à l'hôtel de Crillon. C'est un 5 étoiles, très prestigieux. Peut-être que vous avez une suite là-bas à 6 000 ou 7 000 euros la nuitée. Mais c'est de l'argent que ça rapporte. Donc, eux, ils font ça pour valoriser leur culture. Mais nous sommes venus. Nous sommes venus pour assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris. D'accord. On ne peut pas refuser. D'accord, c'est une bonne chose. Mais nous avons des chantiers qui sont abandonnés à Lomé. Notre-Dame de Paris a brûlé le 15 avril 2019. Ça fait 5 ans. Ils l'ont reconstruit en 5 ans, en mobilisant les moyens, les artisans, en faisant travailler plus de 1600 personnes. Ils ont fait travailler plus de 1600 personnes sur le chantier. Les gens ont été payés à travailler, ils ont cotisé de l'argent, ils ont fait appel aux dons jusqu'à 950 millions d'euros, ou bien 850 millions d'euros qu'ils ont mobilisés pour réhabiliter Notre-Dame de Paris. C'est beaucoup d'argent. Alors, nous sommes venus pour assister à la réouverture. Mais au Togo, là-bas, au Togo, Notre-Dame a brûlé, et ils ont rebâti ça en 5 ans. Au Togo, là-bas, nous avons les marchés qui ont brûlé depuis 10 ans.
Le grand marché de Lomé a brûlé depuis 10 ans. Un simple bâtiment, ce n'est même pas tout le marché qu'il faut reconstruire. Le bâtiment central qu'on doit rebâtir au grand marché de Lomé, on n'est pas capable de le rebâtir depuis 10 ans. Mais on est venu célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui a été rénovée en 5 ans. Mais nous sommes en train depuis 11 ans, on est incapable de construire un bâtiment, un simple bâtiment central de 2 étages ou 3 étages à Lomé là-bas. Un petit bâtiment d'un marché. On n'est pas capable de reconstruire. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous sommes venus assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Peut-être même qu'on a cotisé. Je verrai dans la semaine, parce qu'ils vont afficher la liste des donateurs. C'est pour ça que, parce que ceux qui ont été invités, beaucoup de ceux qui ont été invités, beaucoup ont cotisé. C'est pour ça que Macron les a invités. Donc je vais voir si le Togo a cotisé. Je ne sais pas s'ils ont cotisé ou pas, mais j'irai voir, parce qu'ils vont afficher la liste des donateurs dans l'église. J'irai regarder. Et donc, on a les marchés qui ont brûlé. Le marché d'Agoué, Nivé, a brûlé. Ça fait, on est à 6 semaines ou 7 semaines que nos mamans qui sont dans ce marché-là sont en train de vendre sous le soleil. Dans la boue et sur le soleil. On ne s'est pas foutu de reconstruire le marché ou de lancer le chantier. Mais on est venu à Paris pour assister à la réouverture de Notre-Dame. On a ouvert des chantiers de route à Koresewa, et je sais pas, à Blogame, et je ne sais pas, Benedi, tout ça. On a ouvert des chantiers de route là-bas, financés par la présidence. Les chantiers sont à l'arrêt. Les chantiers à Koresewa, et Benedi, tout ça là. Tous ces chantiers-là sont à l'arrêt. Il n'y a pas d'argent pour terminer les chantiers. C'est ce qu'on nous dit. Les chantiers sont à l'arrêt. Ça fait 2 ans ou 3 ans que les gens ne peuvent même plus mettre les voitures dans leur maison. Que les gens sont dehors. Que les gens sont envahis par les moustiques, par les rues crasseux. Les gens sont à la maison. On n'est pas capable de terminer ces chantiers-là. On vient à Paris célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris. Il y a le lycée d'Agbalé-Pédo, qu'on appelle le lycée du 2 février, qu'on a fermé il y a plus d'1 an. Parce que la structure du lycée, les bâtiments ont pris de l'âge et les bâtiments risquent de s'effondrer. On a sorti tous les élèves pour aller alourdir les classes dans les lycées environnants. Le lycée de Kikame, le lycée de, je sais pas, le lycée de Toti. On a envoyé les élèves là-bas. Les élèves sont assis 4 par banc, 3 par banc. Les élèves sont assis 3 par banc. Parce qu'on a fermé le lycée d'Agbalé-Pédo. Et depuis plus d'1 an, on n'a pas lancé le chantier de la reconstruction du lycée d'Agbalé-Pédo. Le lycée du 2 février. On n'a pas été capable de relancer la construction du nouveau lycée. La construction du nouveau lycée d'Agbalé-Pédo, le lycée du 2 février. Mais on vient à Paris pour célébrer la réouverture de Notre-Dame. Quelqu'un me dit, le cours primaire Sokaleba, je ne sais pas si c'est à Brecom là, qui est souvent dans l'eau là, c'est à l'abandon. On n'est pas capable de reconstruire ça, mais on vient à Paris pour assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Voilà les contradictions qui sortent de la gouvernance de nos pays et qui choquent les citoyens. Donc, la reconstruction des marchés au Togo, la reconstruction des établissements scolaires, la finition des routes, des chantiers de routes qu'on a lancés dans les quartiers et qui font que les enfants tombent dans les trous et meurent, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité du président. Le président, sa priorité, c'est de prendre un avion, d'arriver à Paris et de venir assister à la réouverture de Notre-Dame de Paris, de serrer la main à Trump, de serrer la main à Macron, de prendre les photos que ses partisans sont en train de partager partout, que oui, que voilà. Et pourtant, Dieu seul sait que parmi les enfants qui s'asseyent 3 par banc, parmi les enfants qu'on a déplacés au lycée d'Agbalé-Pédo, il y a des enfants de toutes les couleurs politiques. Il y a des gens du NIR qui ont leurs enfants là-bas au lycée d'Agbalé-Pédo. Il y a les gens de l'opposition qui ont leurs enfants au lycée d'Agbalé-Pédo là-bas. Il y a les gens de tout. Au Togo, on n'a pas été capable de reconstruire des hôtels qui sont à l'abandon. L'hôtel de la paix, l'hôtel Tropicana. Actuellement, c'est Palm Beach qui est sur la plage là-bas en train de s'effondrer. On ne sait pas quel est le conflit qui oppose l'État à ceux à qui on a baillé l'hôtel, la famille, les Libanais là. L'hôtel est là-bas en train de pourrir. On n'est pas capable, ne serait-ce que même de céder cet hôtel à un étranger. Mais tout est en train de s'écrouler dans notre pays. Mais on prend l'avion pour venir célébrer Notre-Dame de Paris. Voilà comment nous-mêmes, nous sommes inconséquents. Et vous allez voir que
il y a certains qui sont... Vous allez voir que parmi les invités, il y a certains qui ne sont pas venus. Monsieur qui dit qu'il y a trop de redites là, bon, si ça ne vous intéresse pas, quittez le live. Je dirais même aux amis de le dégager, c'est un bleu. Ça lui fait mal que je redis toutes les bêtises de leur patron. Il faut le sauter du live. Il peut aller voir ça ailleurs. Donc, voilà la réalité. La famille Tabouchouri, voilà la réalité de notre pays. Donc, on a abandonné des chantiers, on a abandonné des choses au pays et on vient célébrer ceux qui ont fait l'effort, eux, de reconstruire un monument qui a brûlé et qu'ils ont reconstruit en 5 ans. Donc, voilà vraiment ce que je tenais à dire aux uns aux autres en rappelant que les voyages de Faure Gnassingbé nous coûtent excessivement cher. Vous allez voir des chefs d'État comme le président même du Nigeria, qui est une puissance, le président du Bénin, mais c'est des gens qui voyagent rarement. Même les petites conférences, là, Talon n'est plus là-bas, il ne vient même plus. Il se concentre au développement de son pays. Parce qu'il sait que c'est beaucoup d'argent qu'on met dans les billets d'avion. Et puis en plus, quand il faut voyager en jet privé, il ne met pas toute la délégation dans les jets privés. Il part avec un petit nombre et puis les autres prennent un vol ordinaire. Les autres prennent un vol ordinaire. Et donc, quand les autres prennent un vol ordinaire, un vol commercial, ils sont généralement en première classe, où les billets sont à 1,6 million, 2 millions. Donc, on paie doublement. On loue un avion dans lequel tout le monde ne peut pas rentrer. On va acheter encore des billets qui sont chers pour la délégation. Pour un pays qui a toutes des difficultés, un pays qui a des difficultés à construire les écoles, à construire, je ne sais pas quoi, à construire les hôpitaux, les centres de santé, à équiper le pays d'ambulances, à payer les bourses aux étudiants, on engloutit autant d'argent dans les futilités. Il n'y a que nous, quand il y a un sommet quelque part, un sommet où ça n'a aucune importance, on est là. Quand il y a un autre, on est là. Quand on est ici, on est là. Même le président américain ne voyage pas comme ça. Le président français ne voyage pas comme ça. Donc, c'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour ces voyages-là. Donc, nous devons en parler. Surtout que quand on revient du voyage, on ne fait aucun compte rendu. On ne nous dit pas ce que nous avons gagné. Sylvanus Olympio, quand il voyageait, dans les années 60, à peine il revient de voyage, c'est à l'aéroport qu'il fait le compte rendu. Nous sommes allés à tel voyage, on a signé tel contrat, on a signé tel accord, on a ramené ci, on a ramené ça. C'était ça. Donc voilà ce que je voulais dire pour rappeler aux uns aux autres que si j'ai envie de géolocaliser les voyages de Faure Gnassingbé, je vais le faire. C'est un monitoring que je fais. À la fin de l'année, je vous dirai qu'est-ce que ça a coûté. Je vous dirai qu'est-ce que ça a coûté. Oui, ils attaquent le live parce qu'ils sont pleins dans le live. Donc, essayez de nous permettre d'aller jusqu'au bout du live. Ils sont dans le live parce qu'ils savent que, bon, voilà, on dit des choses qui les touchent, quoi. Donc, voilà. Donc, si j'ai envie de faire le monitoring des voyages présidentiels, je le ferai. Je n'ai pas demandé l'autorisation de qui que ce soit. Et ça n'a rien d'illégal. Ça n'a absolument rien d'illégal. Tous ceux qui me suivent là, tout le monde peut pister l'avion présidentiel. Hein. Ce n'est rien de sorcier, ce n'est pas une prouesse journalistique, non. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir l'immatriculation de l'avion et de le mettre dans l'application qui permet de suivre les voyages. Et puis bon, voilà, vous savez si l'avion a décollé ou pas, si l'avion est ici ou pas. Et voilà, donc ça, c'est rien, ça, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Avec la technologie aujourd'hui, on peut facilement localiser un avion là où il se trouve. Donc, si je prends demain Air France pour rentrer à Lomé, vous pouvez me suivre jusqu'à mon atterrissage à Lomé à l'heure fixe. Vous pouvez suivre l'évolution de l'avion. Si on ne coupe pas le transborder jusqu'à ce que j'en arrive à l'aéroport de Lomé, donc vous allez suivre l'avion. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet des voyages là. Et puis bon voilà. L'autre sujet que je voulais aborder, j'ai 2 gros sujets aujourd'hui, donc ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont bien suivre les gros sujets que j'ai aujourd'hui, mais j'ai quelques sujets subsidiaires que je suis en train de passer rapidement. Je vais parler aujourd'hui fondamentalement de l'OTR. Je vais parler aujourd'hui de l'OTR, de la SNPT comme je vous l'ai promis. L'OTR, SNPT, les Libanais, c'est les 3 sujets majeurs que je vais décortiquer aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, j'ai quelques petits sujets que j'aborde rapidement. Alors, je vais me transporter à Takpamé. La ville d'Atakpamé qui a beaucoup souffert en 2005.
des massacres des miliciens et de tous ceux qui se sont mis au service du régime pour préserver le pouvoir de Gnassingbé. Et donc Atakpamé a énormément souffert. Il y a eu tellement de massacres, beaucoup de morts. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a eu plusieurs rapports. Le rapport de la LTDH qui a parlé de 1000 morts. Le rapport de l'ONU qui a parlé de 500 morts. Il y a eu la CVJR qui a aussi essayé de ressusciter ce dossier pour établir les responsabilités. Et toute la barbarie qui a eu lieu à Atakpamé, il y a un nom qui est revenu. Il y a un nom qui est revenu et qui est beaucoup revenu et qui a été cité dans tous les rapports. C'est le nom du major Kouloum, le défunt major Kouloum, qui a régné d'une main de maître sur cette ville jusqu'à son décès il y a quelque temps. Mais je ne suis pas là pour me plonger dans la vie du major Kouloum, mais je voudrais rappeler un fait qui s'est passé ces jours-ci et qui pour moi constitue une provocation vis-à-vis des populations de cette ville et vis-à-vis des Togolais, de tous les Togolais, et qui nous montre que Faure Gnassingbé ou ceux qui l'entourent ne veulent vraiment pas aller à la réconciliation. La dernière fois, il y a eu la rentrée à l'école normale, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, l'ENS, l'école normale supérieure, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, d'Atakpamé, où on forme les enseignants du secondaire. Les enseignants du secondaire, on les forme pour devenir des professeurs. Donc le ministre de l'enseignement supérieur était à cette rentrée-là pour marquer sa présence. Donc le ministre Nathiaba était à cette rentrée. Et qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on en voit? À la suite de cette rentrée, on a baptisé la salle de conférence de l'école normale supérieure du nom du major Kouloum. C'est comme un matin, les Français se lèvent et puis ils prennent le nom de maréchal Pétain, qui est une figure controversée de l'histoire française, où les Allemands se lèvent un matin, ils prennent le nom de Hitler et puis ils donnent un monument ou un bâtiment ou à un centre de formation. Ici, nous sommes dans le domaine de la formation. Nous sommes dans un centre de formation. On forme les enseignants, les professeurs, les gens qui demain vont enseigner dans les écoles, dans les collèges. Et on prend une salle de ce centre de formation, de cette école prestigieuse, et on le baptise du nom de celui qui a été un acteur des tueries dans cette ville. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, quelqu'un qu'on a cité dans tous les rapports, pas seulement les Togolais, même les Nations Unies, ont cité dans tous les rapports qu'il a organisé, équipé, animé, entretenu des miliciens qui ont tué des gens dans la ville d'Atakpamé et dans la région d'Atakpamé. La ville où il a vécu, il a fait massacrer les gens dans cette ville-là. On prend son nom et on baptise une salle de conférence d'une école, d'un centre de formation des enseignants. Si ce n'est pas de la provocation, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Si ce n'est pas de la provocation, ça ressemble à quoi? Alors, Monseigneur Bariga, paix à son âme, il a fait tout ce travail pour rien. Il a piloté toute cette histoire de CVJR pour rien. Comment est-ce que on peut se lever demain matin? Nous sommes là et nous disons que au nom de notre souveraineté, les Blancs qui sont venus servir la métropole dans nos pays et qu'on a donné leur nom à des rues dans nos capitales, il faut enlever leur nom et rebaptiser nos rues au nom de la souveraineté et de notre propre fierté. Et donc, dans plusieurs pays en Afrique, on enlève les noms de tous ces Blancs-là qu'on connaît et on rebaptise nos rues. Alors, quelqu'un qui a participé à endeuiller une ville, quelqu'un qui est un acteur majeur d'un drame qu'une ville a vécu,
qui a intentionnellement organisé les gens pour tuer dans une ville, pour que le chef de son parti politique conserve le pouvoir. Comment on en arrive à donner son nom à une salle de conférence dans une école, dans cette ville? Je ne comprends pas. Je voudrais interpeller directement Faure Gnassingbé. On est 2500 actuellement sur TikTok, on est 1000, presque 500 sur Facebook, plus les comptes subsidiaires qui sont en train de passer actuellement ce live. Comme je le dis toujours, si on fait le compte, on doit être actuellement en ligne 10 000 ou 12 000. Après, il y a ceux qui viendront suivre de façon décalée le direct. On est suffisamment nombreux. Là, on est tellement nombreux en train de suivre. Je voulais vous interpeller, vous qui me suivez. Si j'ai tort, dites-moi que j'ai tort. Je voulais interpeller également Faure Gnassingbé. Est-ce que c'est normal pour la paix sociale, pour la réconciliation, pour le vivre ensemble, pour la solidité de la nation, est-ce que c'est normal que des gens se lèvent et qu'ils donnent le nom du major Kouloum à une salle de conférence de l'école normale supérieure d'Atakpamé? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, les gens d'Atakpamé, voilà ce qui se passe. À vous de réagir. Si vous restez les bras croisés pour qu'on salisse la mémoire de vos victimes, si vous restez là, regardez qu'on empiète vos victimes, c'est votre problème. C'est votre problème. Et puis, ce qui est grave, on fait ça dans un centre de formation éducative. Quel message on veut faire passer? On veut dire aux enseignants qu'on peut tuer facilement. Si vous tuez, demain, on peut mettre votre nom au fronton de la République. Si vous tuez, demain, on peut mettre votre nom, on peut baptiser une rue de votre nom. Si vous tuez, on peut vous décorer. C'est ça la réalité. C'est le message qu'on veut faire passer. Parce que ceux qui vont enseigner là-bas, ceux qui sont en train de faire la formation là-bas pour devenir enseignants, mais ils vont se poser la question, qui est Kouloum? On va dire que c'était un major. Mais pourquoi on donne son nom à une salle? Il a vécu à Atakpamé. Il a fait quoi? On va fouiller dans les archives, on va voir qu'il a tué des gens à Atakpamé. Pourquoi on vient donner son nom? Et les victimes? Et les victimes? Donc, voilà...